une année particulière sous plusieurs angles. C'est l'année qui marque le tournant décisif vers la dernière décennie des objectifs de développement durable. Ce vaste plan de 17 objectifs, trouvant ses fondements dans la volonté de réduire la pauvreté sous toutes ses formes. 2020, c'est également l'année de la Covid-19. Cette crise sanitaire qui ébranle l'équilibre social, économique et financier. Selon les estimations de la Banque mondiale, depuis près de 25 ans, l'extrême pauvreté a reculé. Mais les défis de la Covid-19, couplés aux conflits armés et au changement climatique, conduisent à anéantir ces progrès. Un bond en arrière de 3 années dans la lutte contre l'extrême pauvreté. Et pourtant, il ne reste que 10 ans pour atteindre ces objectifs de développement durable. Toujours selon les estimations de la Banque mondiale, les 2 régions les plus touchées sont l'Asie du Sud, avec 49 millions de personnes supplémentaires dans la pauvreté, et l'Afrique subsaharienne, avec entre 26 et 40 millions de personnes supplémentaires dans la misère. Les personnes déjà pauvres sont celles qui sont durement touchées, notamment les femmes, et le Programme des Nations Unies pour le développement chiffre à 47 millions le nombre de femmes supplémentaires qui devraient basculer dans la misère. Mesdames et messieurs, l'heure est venue. Alors que nous nous tournons vers la dernière décennie d'action pour atteindre l'agenda 2030, de nous diriger vers une action plus efficace. Peut-on éradiquer la pauvreté? Peut-on réduire les inégalités? Si on en croit nos dirigeants, la réponse est oui. Car effectivement, les solutions existent, mais elles nécessitent que nous revoyions notre manière de procéder. Avant d'aller plus loin dans mes propos, laissez-moi vous conter une histoire. C'est l'histoire de Baké, jeune enseignant, fraîchement recruté à l'université, qui, lors d'un séminaire sur la révision du programme d'enseignement, a vécu le début d'une expérience enrichissante. Il a été recommandé d'introduire un cours intitulé « Genre et institutions ». À sa première question, pourquoi un tel cours dans le programme d'enseignement, il lui a été répondu qu'il s'agit d'un cours de culture générale qui aborde la question des femmes dans la société. À sa seconde question, pourquoi elle pour l'enseigner alors qu'elle n'est pas spécialiste dans la discipline, le directeur lui a servi une réponse du moins pas très scientifique. Il lui a dit « Baké, vous êtes la seule femme de l'équipe d'enseignants. Il s'agit d'un cours qui parle de la question des femmes, un peu comme pour dire qu'il n'y avait pas d'exigence particulière à un tel enseignement. » Voici le décor planté, celui des stéréotypes, sur les rapports entre les hommes et les femmes. Pour faire simple, c'est une femme à qui on attribue un cours pas très compliqué à construire, qui aborde la question des femmes. Dans ces conditions où les stéréotypes demeurent ancrés et perpétuent les inégalités entre les sexes, on est en droit de se demander si on peut réellement réduire les inégalités. Car réduire la pauvreté sans les femmes, c'est renoncer à presque 50% de chances de se développer. Si on se fie aux statistiques de l'Organisation des Nations Unies, même s'il naît plus de garçons que de filles, le sexe homme-femme ratio mondial n'est que de 102 hommes pour 100 femmes. Pour en revenir à Baké et son cours de genre et institution, loin de se décourager, elle a accepté cet enseignement, avouant qu'elle n'avait pas trop le choix, parce qu'il lui avait été donné le conseil en début de carrière de ne pas frustrer les aînés, notamment les hommes. Baké s'est alors lancée dans de nombreuses recherches sur le sujet. Elle a discuté avec des spécialistes de la discipline et plus elle s'informait, plus elle était passionnée. Pensant lui avoir donné le cours le plus facile à construire et à enseigner, ses collègues lui ont au contraire ouvert la voie vers un champ très vaste et enrichissant, celui des inégalités, des discriminations, celui des vulnérabilités, de la pauvreté et de leur impact sur le développement durable.
Femmes et hommes vivent dans le même environnement, mais ne font pas face aux mêmes réalités. Les femmes et les filles sont victimes de discriminations qui affectent leur famille, leur communauté et leur pays tout entier. En Afrique subsaharienne, les femmes sont essentiellement présentes dans le secteur agricole et le secteur du commerce. Plus de 63% de la population féminine. Et pourtant, leur productivité demeure marginale. Elles représentent, selon les statistiques officielles, 27% des créateurs d'entreprises. Et pourtant, elles sont plus présentes dans le secteur informel. Et les revenus générés par leur activité sont pour l'essentiel orientés vers le bien-être de la famille, notamment les enfants. Guy Ryder, directeur général de l'Organisation internationale du travail, dans le rapport de son institution intitulé « Femmes au travail, tendance 2016 », affirmait, je cite, « Les pays que leurs revenus soient élevés ou faibles ne peuvent plus se permettre de négliger le potentiel social, économique de l'égalité des sexes. » Enfin, un homme, suis-je tenté de dire, qui appréhende la problématique dans toute sa gravité, mieux qui nous invite à un changement de paradigme. Il est alors illusoire de penser que l'on peut réduire la pauvreté sans œuvrer pour l'égalité des sexes. L'objectif de développement durable numéro 5, parvenir à l'égalité des sexes et autonomiser les femmes et les filles, est un objectif transversal à tous les objectifs de développement durable, notamment l'objectif de développement durable 1 sur la réduction de la pauvreté. Mesdames et messieurs, l'autonomisation des femmes et des filles, la protection de leur santé, de leurs droits sexuels et reproductifs, la lutte contre tous les stéréotypes, les discriminations dans tous les domaines de la vie, économique, social, politique, sont autant de leviers pour un développement durable. Mesdames et messieurs, l'autonomisation des femmes et des filles est le gros challenge pour la réduction de la pauvreté. Mais pour atteindre un tel objectif, ces femmes et ces filles ont besoin d'être accompagnées. Pour illustrer mes propos, laissez-moi vous plonger dans l'enfance de Baki. À l'âge de 10 ans, Baki rêvait de devenir enseignante. Pas enseignante en maternelle, au primaire ou au secondaire. Elle voulait être enseignante à l'université. Alors vous me direz, comment une jeune fille de 10 ans peut-elle déjà savoir ce qu'elle souhaite devenir à l'âge adulte et l'affirmer avec certitude? Mesdames et messieurs, je puis vous assurer, de par nos villes dans le monde, que ce soit à Cotonou, Parakou, N'Djamena, qu'il y a de nombreuses filles qui rêvent d'avoir ou de devenir, comme Baki, des enseignantes. Mais hélas, elles n'y arriveront pas toutes si nous n'opérons pas un changement profond et durable sur ces questions d'inégalité. Pour en revenir à Baki et son rêve de devenir enseignante, l'influence n'est pas à chercher bien loin, mais dans son environnement immédiat à travers la figure paternelle. Son père, professeur d'université, corrigeait souvent ses copies à la maison et l'associait à cette activité. Il lui demandait de lui vérifier le total des points par question. Il avait aussi la visite d'anciens étudiants qui venaient témoigner leur reconnaissance quant à l'impact positif qu'il a eu sur leur choix de carrière professionnelle. Tout ceci inspirait, fascinait et confortait Baki dans son choix de devenir enseignante. Elle eut ainsi la chance d'obtenir son doctorat et d'exercer réellement cette fonction. Et dans l'exercice de ces fonctions, elle s'est rendue compte de l'influence qu'elle pouvait avoir sur les plus jeunes, notamment les filles qui étaient toujours moins sûres de leur choix de carrière envisagé. Mais combien sont-elles, ces filles qui rêvent de devenir comme Baki, enseignantes, avocates, médecins, mais qui n'y arriveront pas du tout parce qu'elles n'ont ni l'inspiration, ni le modèle, ni l'accompagnement nécessaire. Toutefois, depuis que les objectifs de développement durable ont été fixés, que des politiques et programmes existent
pour adresser ces questions d'autonomisation et de réduction de la pauvreté, on est en droit de se demander pourquoi les inégalités existent toujours, se creusent davantage, notamment avec la crise de Covid-19. En quoi consiste réellement l'autonomisation des femmes et des filles et comment est-ce que cette autonomisation des femmes et des filles peut-elle contribuer à réduire la pauvreté? Au fil des années et au rythme de mes expériences, j'ai fini par obtenir un certain nombre de réponses. À la première question, je dirais que l'aide au développement, les politiques, les programmes, les projets en faveur de l'autonomisation des femmes sont restés totalement déconnectés de la réalité des populations. En lieu et place de solutions durables et concrètes, des solutions ponctuelles à grand renfort médiatique ont été privilégiées. Il est vrai que les États ont conscience du levier que peut représenter l'autonomisation des femmes et des filles pour le développement durable. Mais le chemin demeure encore long et semé d'embûches. À la deuxième question, je dirais, l'autonomisation des femmes et des filles permet à chacune d'entre elles d'être en capacité à créer ses propres opportunités. Et enfin, à la troisième question, je dirais, pour être efficace, l'autonomisation des femmes et des filles ne doit pas être une question d'âge ou de classe sociale, mais doit s'adresser à toutes les femmes et les filles à travers l'investissement dans la santé et l'éducation. Il est vrai que des efforts ont été déployés par les pays pour la scolarisation des filles. Selon l'UNESCO, plus de 180 millions de filles supplémentaires sont inscrites au primaire depuis 1995. Mais le taux de déperdition demeure encore fort, notamment au secondaire. Elles ont 2 fois moins de chances de finir leurs études secondaires en comparaison aux hommes. Le Bénin n'échappe pas à cette réalité. Si, dans l'histoire, les redoutables guerrières sont les Amazones, plus connues sous le nom d'Agodje du royaume d'Abomey, le nombre de barrières et de freins à l'émancipation des femmes demeure encore élevé. Au Bénin, plus de la moitié des femmes sont analphabètes, réduisant leurs chances d'avoir un emploi, de créer ou de saisir des opportunités. À titre illustratif, regardez un peu autour de vous, nos nombreuses femmes vendeuses d'arachides, de beignets, ayant leur bébé au dos, parcourant des kilomètres pour gagner leur pain quotidien. Je me dis que parmi elles, il y en a qui auraient souhaité être comme Baké, les enseignantes, les avocates, mais elles n'ont tout simplement pas eu les opportunités pour y arriver. La scolarité leur a filé entre les doigts parce que leur famille, leur entourage, la communauté, la société tout entière a jugé, à l'instar du père Bonfa dans Sous l'orage de Sédou Badian, qu'une fille à l'école, ça n'aboutira à rien. Et c'est là que commence le combat de Baké. Devrais-je dire mon combat? Car vous l'auriez bien compris, Baké, il s'agit bien sûr de moi. Réduire la pauvreté par l'autonomisation des femmes et des filles. Les femmes sont dynamiques, très inspirées et peuvent mieux saisir les opportunités que les hommes. Si les femmes disposaient des mêmes opportunités et des mêmes ressources que les hommes, la pauvreté en serait d'autant réduite. Mais cela suppose un engagement fort. Cela suppose également la mise en place de programmes de formation en leadership, en entrepreneuriat, destinés à toutes les femmes, toutes catégories confondues. Il convient d'adopter une approche bottom-up, plus intégrée, plus inclusive, dans le respect ou dans la perspective de renforcement du capital humain. Des femmes dynamiques, en bonne santé, intelligentes, assumant des responsabilités dans leur pays, c'est la clé du développement de nos pays. Certains pays ont compris le challenge derrière l'autonomisation des femmes et des filles et ont actionné les leviers de la transition démographique, c'est-à-dire la croissance qu'on gagnerait en capitalisant sur l'émancipation économique des femmes, en investissant dans leur santé, dans leur éducation et dans la jeunesse. J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'apporter ma contribution en participant à l'écriture du projet sur l'autonomisation des femmes et le dividende démographique,
au Sahel, plus généralement connu sous le nom de soins pour le compte du Bénin. L'approche bottom-up est intégrée au projet, car il vise à accroître l'accès aux produits et aux services de santé sexuelle et reproductive aux femmes et aux filles, notamment à travers la parentalité responsable et la lutte contre toutes les pratiques néfastes comme le mariage précoce. Ce projet intègre tous les acteurs de la chaîne de l'éducation, depuis le cercle familial jusqu'aux acteurs et aux décideurs politiques, en passant par les leaders religieux et communautaires. La réduction de la pauvreté, c'est le combat d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Mais ce combat ne doit pas s'éterniser. Dans une synergie d'action, il est important que le combat pour l'autonomisation des femmes et des filles soit gagné. Miser sur les femmes en les sortant de leur extrême pauvreté et en leur offrant des opportunités. Pour qu'il y ait un changement, il faut également agir sur la mentalité de ceux qui verrouillent les potentialités des femmes et les associer à ce combat. Car ce combat, ce n'est pas que le combat des femmes, c'est aussi le combat des hommes et c'est le combat de toute une société. À toutes les femmes dans cette salle et au-delà, vos ambitions ne sont jamais trop grandes. Rêvez grand, osez grand pour le développement tant attendu de nos pays. À tous les hommes, croyez en vos femmes et en vos filles et accompagnez-les. Créons ensemble un environnement propice à leur épanouissement. Changeons les réalités. Développons ensemble une perspective plus inclusive, car le développement de demain demande d'agir maintenant. So get up and move on. Je vous remercie.